150 citoyennes et citoyens tirés au sort peuvent-ils obliger le gouvernement à agir pour le climat? C'est l'enjeu de la Convention citoyenne qui est en train de se mettre en place à la suite du grand débat et dans l'espoir ou dans l'idée de répondre aux mobilisations climat depuis un an et au mouvement des Gilets jaunes et notamment sa demande d'un référendum d'initiative citoyenne. Mais un gouvernement obsédé par la réduction des déficits budgétaires peut-il dépenser plus pour le climat? L'exécutif est-il prêt à lâcher ses prérogatives de décision? Et quel crédit politique accorder à cette proposition de convention citoyenne face à un pouvoir qui mutile les manifestants et les terrorise depuis plusieurs mois? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, de ce sujet important de la rentrée politique en cet automne 2019. Et pour en parler, j'ai invité 4 protagonistes de cette convention. Cyril Dion, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur. Vous faites partie du collectif des Gilets citoyens dont nous allons parler et qui a été d'une certaine manière à l'initiative de cette convention citoyenne, de citoyens donc tirés au sort, c'est quand même ça sa grande originalité. Et vous êtes également l'un des garants de cette convention. On va parler de ce en quoi ça consiste. À côté de vous, Priscilla Ludowski, bonjour. Alors, on vous a beaucoup vu et entendu pendant toute la mobilisation des Gilets jaunes. Et vous êtes également membre du collectif des Gilets citoyens. Donc, vous êtes invité à ce double titre à cette table. Léna Lazare, bonjour. Alors, vous êtes militante et vous faites partie de Youth for Climate Paris, qui est un collectif qui s'est formé l'année dernière au moment du début des manifestations climat et des mobilisations climat. Mais vous n'agissez pas que sur le climat, vous allez nous en parler et vous prenez globalement, enfin en tout cas jusqu'à présent, la grève pour le climat et des actions de désobéissance civile. Et enfin, Maxime Chédin, bonjour. Vous êtes chercheur en philosophie et vous faites partie de la revue Les Terrestres, revue en ligne de critique d'écologie, de réflexion théorique en tout genre. Alors, on va commencer tout de suite par une première description et des premières questions sur ce dispositif de convention citoyenne pour le climat, qui est très original. Ça n'avait jamais existé encore sous cette forme en France. Et j'aimerais commencer avec vous, Priscilla Ludowski, parce que donc, vous faites partie de ce collectif Gilets citoyens. Donc, les Gilets citoyens, vous aviez interpellé publiquement Emmanuel Macron en début d'année, début 2019, alors qu'il organisait ce grand débat qui était censé être la rencontre du pouvoir exécutif avec les citoyens en colère. Et les Gilets citoyens avaient dit « c'est pas possible de se contenter de ce grand débat, il faut une assemblée de citoyens tirés au sort et dont les décisions ou les préconisations seraient applicables ou mises en œuvre ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient cette proposition d'assemblée tirée au sort et qu'est-ce que vous attendez de cette convention citoyenne pour le climat aujourd'hui? Alors pour ce qui me concerne, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose qu'on avait proposé déjà à François de Rugy, quand on l'avait rencontré fin novembre. Ça. Donc on avait proposé la création d'une assemblée citoyenne, mais on n'a pas eu, c'est resté lettre morte. C'est pour ça que moi, tout de suite, j'ai adhéré au principe de travailler avec les Gilets citoyens en janvier, puisque ça, justement, entre autres, il y avait 3 choses qui étaient demandées, mais d'observer les résultats du vrai débat et du grand débat, de pouvoir mettre à disposition de toute personne voulant organiser des assemblées à petite échelle, d'avoir des outils qui permettent d'organiser, de planifier et de modérer ces rencontres, et ensuite de créer une assemblée citoyenne, et pas seulement sur le sujet de la transition écologique, mais aussi sur le sujet de la démocratie via le RIC. Le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui était quand même une des fortes propositions du mouvement des Gilets jaunes. Et aussi sur la fiscalité. En l'occurrence, le président a répondu à cette demande partiellement, puisqu'il s'est focalisé sur la transition écologique, ce qui est une bonne chose. Mais voilà, c'était pas les seuls sujets. Et moi, du coup, j'ai tout de suite adhéré au principe parce que voilà, je trouve que c'est un outil démocratique utile. Et je trouve surtout que, enfin, ce qu'on disait depuis le départ dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est de pouvoir impliquer progressivement les gens dans les prises de décision. Et c'est pour moi un outil qui permet de le faire. Et le tirage au sort, ça, c'est une idée qui vient d'où ? Alors, le tirage au sort, je ne saurais pas dire de qui précisément vient l'idée, mais c'est de la discussion collective. C'est au cours des échanges qu'on a eu dans différentes rencontres qu'on a eues dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes et ensuite avec les Gilets citoyens. Et c'est la méthode qui est apparue la plus démocratique et qui permettait d'avoir une certaine représentativité de la population surtout.
Voilà, j'imagine qu'il y a d'autres méthodes, mais en tout cas, c'est celle qui apparaissait la plus applicable pour créer une assemblée citoyenne avec le nombre de personnes suffisantes pour représenter un panel qui reflétait la société française, quoi. Et c'est un court-circuitage assumé du Parlement et des instances élues. Alors, ce qu'on appelle la démocratie représentative. Il y a l'idée d'une démocratie directe. C'est sûr que ça remet en cause le système de représentativité actuel. Ça le court-circuite pas, mais en l'état, par la création de cette assemblée, enfin convention, puisque c'est le nom qu'on lui a donné, c'est pour moi complémentaire. Alors, Cyril Dion, le 25 avril 2019, lors d'une conférence de presse, à l'issue donc, du dit grand débat, Emmanuel Macron annonce donc, le projet de créer cette convention. Alors, quand même, c'est important d'entendre la manière dont Emmanuel Macron l'a présenté. À l'époque, le 25 avril, Emmanuel Macron dit « Ce qui sortira de cette convention, donc Convention citoyenne pour le climat, sera soumis sans filtre, soit au vote parlementaire, soit à référendum, soit pour une application réglementaire. » Donc ça, c'est le 25 avril. Mais le 2 juillet, la lettre de mission d'Édouard Philippe, qui cadre vraiment l'organisation de cette convention, est déjà beaucoup plus évasive, puisque la lettre de mission d'Édouard Philippe dit « Le gouvernement répondra publiquement aux propositions de la convention et devra présenter un calendrier. » Dans ces conditions, qu'est-ce qui, pour vous, garantit que cette convention ne sera pas un énième comité pour ne rien changer à la politique de dérèglement climatique du gouvernement? Toute la modalité, c'est-à-dire que le fait qu'Emmanuel Macron dise ça le 25 avril, c'est déjà le fruit de conversations, de négociations, de rapports de force pendant des semaines. Parce que quand on a fait cette proposition-là, donc dans la presse le 30 janvier, je crois, ça n'a pas eu un écho formidable. Ensuite, on a eu l'occasion donc de rencontrer Emmanuel Macron avec Marion Cotillard suite à l'affaire du siècle. Et donc la pétition, juste pour repréciser, parce que c'est quand même important, l'affaire du siècle, c'est ce recours juridique préparé par des ONG françaises contre l'État français pour inaction climatique et qui a généré une pétition historique de près de 2 millions de signatures. 2 millions de presque, ouais. Voilà. Donc on se voit pour ça, et à ce moment-là, moi je me dis, il faut pousser cette proposition pour plusieurs raisons. La première étant que, à mon avis, aucun gouvernement ne prendra les mesures qui s'imposent réellement de son plein gré. Quand on regarde ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, quand on regarde même les rapports qui ont été faits, notamment il y a un cabinet qui s'appelle BL Evolution qui s'est amusé à regarder ce que ça voulait dire rester en dessous d'1,5 degré. Donc augmentation de 1,5 degré des températures. Oui, pardon, je parle comme tout si bien. Tout le monde... quand on regarde leur rapport, qui est une façon d'y arriver, c'est pas la façon, mais ils ont pris même un axe qui était plutôt axé sur la consommation. Ce qui est intéressant, c'est que les mesures semblent extraordinairement abordables pour des écologistes, voire des écologistes plus, mais relativement impopulaires pour une majorité de Français. Typiquement, il faudrait réduire par 2 le nombre de véhicules en circulation en France. J'étais chez Bourdin l'autre matin à la matinale de RMC, je lui dis, vous imaginez, si le président de la République dit ça du jour au lendemain, on a la moitié de la France dans la rue, il me dit, bon, les 3/4. Ouais. Donc on voit bien que ce truc-là aurait du mal à passer. En gros, il faudrait arrêter de prendre l'avion. On est un petit pays, on a des TGV, il faudrait arrêter de prendre l'avion dans les lignes intérieures en France, on le sait. Au minimum, il faudrait faire ça. Ce serait peut-être même sans doute insuffisant. Il faudrait réduire notre consommation de viande, passer en gros de 90 kilos par personne et par an à 25. Un gouvernement qui prend des mesures comme celle-là, c'est ce que disait Denis Meadows déjà dans les années 70 quand il avait fait son rapport sur Halte à la croissance, le fameux rapport du Club de Rome, il disait toute politique de décroissance est une sorte de suicide politique. Donc, quand on a discuté avec Emmanuel Macron, on a eu cette conversation-là. C'est-à-dire que moi, je suis venu avec les rapports, le rapport, par exemple, qui a été commandé par l'ONU à un cabinet finlandais en demandant si le capitalisme pouvait répondre à l'enjeu climatique dans le temps qui nous était imparti. La réponse était non. Je suis venu avec les rapports sur la croissance verte en disant est-ce qu'on peut vraiment découpler la croissance et l'extraction de matière? La réponse est non. Ce sont des scientifiques qui font ces... En disant donc ça on peut pas, voilà les mesures qu'il faudrait que vous preniez. Si vous les preniez, en gros, vous auriez la moitié de la France dans la rue. Donc je pense que si on veut vraiment arriver à des mesures vraiment radicales, on a besoin de passer par la délibération, par la démocratie directe et par des processus qui ne sont pas soumis
à la fois au fait de vouloir se faire réélire, c'est un gouvernement qui veut se faire réélire, en gros il veut plaire à tout le monde, ça ne va pas avec les mesures radicales, ni aux lobbies, c'est-à-dire ni à des lobbies qui vont pousser pour que ces décisions ne soient pas prises. On va discuter avec nos autres invités, mais qu'est-ce qui en soi, pour vous, garantit finalement que... il y a une forme de contradiction finalement. Non, mais il y a une forme de contradiction d'une certaine manière, puisqu'on dit un gouvernement ne peut pas prendre les décisions qu'il faudrait prendre parce que ce serait impopulaire, donc on va demander aux gens ce qu'il faut faire. Est-ce que ces gens, ils ne vont pas être pris dans les mêmes contradictions et s'auto-censurer les uns les autres et arriver à des propositions qui ne seraient pas non plus à la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce que vous citez souvent l'exemple de l'Irlande? Il y a plusieurs choses. Ce serait intéressant. C'est-à-dire que la démocratie délibérative, les expériences qu'on en connaît, montrent que les personnes qui viennent participer à ce type d'expérience, un peu sur le modèle de ce qui se passe dans les jurys d'assises pour les procès, viennent vraiment avec l'intention de faire de leur mieux. Et viennent aussi dans l'intention de se mettre un peu au service de l'intérêt général. Et que le processus même de délibération permet une évolution des points de vue qu'on n'a pas du tout dans la démocratie directe, où on hystérise des points de vue. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Et où tout d'un coup, on met ça en scène dans une espèce de spectacle, et on n'arrive pas du tout à cette finesse de conversation, à cette finesse de compréhension des enjeux. En Irlande, par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des assemblées délibératives sur des sujets qui étaient très complexes et très conflictuels dans la société. En gros, il s'agissait de modifier 2 articles de la Constitution, un sur le mariage homosexuel, mariage pour tous, et un sur le droit à l'avortement. Alors que l'Église s'était positionnée contre le processus, contre l'avortement évidemment et le mariage pour tous, et même contre le référendum. Et malgré ça, le processus délibératif a permis de faire émerger une position qui était une position pour, qui ensuite a été adoptée par le référendum, parce que ça avait donné lieu à une conversation dans l'ensemble de la société. On a vu la même chose au Texas sur la transition énergétique. Aujourd'hui, ce qui peut nous garantir que ça peut nous permettre d'aller plus loin, c'est c'est-à-dire le processus, qui souvent va plus loin. C'est David Van Reybrouck qui le disait déjà dans Demain, qui dit en gros, des gens tirés au sort belge sur la démocratie, des élections, vont beaucoup plus loin que ce que feraient des politiques élus. On ne serait jamais parvenu à ce qui s'est passé en Irlande, ou on ne serait jamais parvenu au Texas à avoir l'État qui a le plus d'éoliennes si on était simplement parti sur une discussion de politique élue soumis au lobby du pétrole. Et deuxièmement, la garantie, c'est le rapport de force qu'on va être capable d'engager. C'est-à-dire que si le président de la République s'est engagé publiquement, et on s'est employé à ce qu'il le fasse, à ce que ça aille sans filtre au référendum et au Parlement, si personne s'en occupe et si tout le monde s'en lave les mains, et qu'au moment où les propositions vont émerger de l'Assemblée, tout d'un coup, la position du gouvernement et du président change en disant « Ah ben non, finalement, on ne va pas faire comme ça », et que tout le monde reste là à rien dire, ça va passer comme d'habitude. Alors, justement, c'est la question du rapport de force, c'est la question de comment est-ce que cette convention citoyenne est investie finalement par toutes les personnes qui veulent que la société change ou pas. Et alors justement, Léna Lazare, vous faites partie de Youth for Climate Paris, qui est donc ce collectif de militantes et de militants qui font la grève du climat depuis plusieurs mois, qui mobilisent, qui font des actions de désobéissance, donc qui est hyper engagés et qui essayent de faire pression sur les institutions, sur le pouvoir, pour que se mette en place une vraie politique de protection, enfin en tout cas d'arrêt du dérèglement climatique. Avec cette expérience politique-là et ces pratiques politiques-là, comment est-ce que vous regardez cette convention citoyenne pour le climat et est-ce que vous en attendez quelque chose? Il va falloir changer tellement de choses qu'on ne peut pas seulement être dans la demande vers le gouvernement. De toute façon, je pense qu'ils ne prendront jamais de politique anticapitaliste et qui peuvent remettre en cause l'ordre établi. Donc pour nous, actuellement, ce n'est pas la stratégie la plus efficace. C'est plutôt de dire on va s'attaquer à l'économie. Si jamais, dans ce cas-là, ils finissent par changer ce qui est peu probable, très bien. Mais c'est plus dans l'idée, je pense, de faire tomber le système et de pouvoir en créer un nouveau. Et sinon, ce qu'on attend de cette convention citoyenne, j'ai l'impression mais on en parlera plus profondément, qu'au vu des modalités, ça paraît quand même très compliqué d'arriver à des propositions qui nous tirent d'affaire et qui ensuite soient acceptées par le gouvernement. Et quand je vois ce qui s'est passé justement avec la proposition très forte des Gilets jaunes, parce qu'en termes de démocratie participative, quand même ce qui s'est passé cette année, je trouve ça assez incroyable. Au sein de la mobilisation des jeunes pour le climat, on fait des assemblées générales toutes les semaines où il y a des jeunes vraiment pas politisés qui sont arrivés et on en est venu à des consensus collectifs qui étaient vraiment
très précis et radicaux. Et au niveau des Gilets jaunes et des assemblées, des assemblées, c'est qu'il se peut quand même passer des choses très chouettes. Et là, au final, on voit que même le RIC n'a pas été accepté. À la place, on a un référendum d'initiative populaire qui ne peut aboutir à rien. Donc, j'ai du mal à croire que le gouvernement va finir par écouter les citoyens et accepter quelque chose. Et lâcher. Puisque c'est ce que disait Cyril Dion, en Irlande, ce qui a fait que le mariage pour tous et le droit à l'avortement ont été gagnés, c'est que de l'Assemblée des citoyens qui a délibéré est sorti un référendum. Bien sûr. Là, aujourd'hui, on n'a pas de garantie que sortira un référendum de la Convention pour le climat. C'est le président qui l'a dit. Donc s'il ne le fait pas, ça veut dire que c'est à nouveau une raison, entre guillemets, de poursuivre les mobilisations. D'amplifier même les mobilisations. Et puis c'est une preuve de plus que cette démocratie ne fonctionne pas, que la parole donnée n'est pas respectée, etc. etc. Alors Maxime Chédin, donc vous faites partie de ce collectif Les Terrestres. Et donc sur Les Terrestres, il y a eu un texte très critique concernant cette convention citoyenne pour le climat, disant en gros tout ce processus de rencontre entre des citoyens, le fait de proposer à Emmanuel Macron de proposer une assemblée de citoyens tirés au sort, finalement ça a permis à Emmanuel Macron de sortir de la crise des Gilets jaunes et de se refaire un peu, de se recréer un espace politique. Vous, aujourd'hui, que cette convention est en train de se mettre en place, puisque au moment où on parle, les personnes sont tirées au sort, ils sont appelés, ils sont recrutés, enfin, si on peut dire. En tout cas, l'Assemblée est constituée. À ce jour, vous, aujourd'hui, comment vous regardez cette convention? Est-ce que vous en attendez la moindre chose ou vous pensez que de toute façon, c'est un processus stérile politiquement? Je voudrais préciser d'abord que je ne suis pas partie prenante de cette convention, ni directement ni indirectement. Et la raison pour laquelle on n'a pas voulu s'y associer lorsqu'elle a vu le jour au mois de janvier dernier, c'est qu'on a été nombreux à voir dans cette initiative un abandon des revendications du mouvement des Gilets jaunes qui, en janvier dernier, était à son acmé. Et cet abandon, il s'est traduit dans la lettre de mission du Premier ministre par un rétrécissement du périmètre du débat auquel est tenue cette Assemblée, en évacuant des questions qui étaient majeures et qui faisaient consensus dans le mouvement des Gilets jaunes, à savoir le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, le rétablissement de l'ISF, de l'impôt de solidarité sur la fortune, et plus généralement la question de la justice fiscale. Sans parler de la question de la démocratie directe. Donc, lorsque cette initiative a vu le jour, on a été nombreux à considérer que c'était une initiative qui était malvenue à ce moment-là. Maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que aujourd'hui, elle existe. Elle existe, cette assemblée. Elle va fonctionner. Elle va commencer ses travaux. Donc, quelle attitude on adopte? Est-ce qu'on adopte une attitude purement négative, purement critique de séparation, de désertion, ou est-ce que on peut imaginer une manière d'en faire quelque chose d'intéressant et de la faire réussir? Mais alors là, ça pose la question quelle réussite? Ce serait quoi la réussite de cette assemblée? Ça, c'est une question intéressante, je trouve. Parce que on peut distinguer finalement deux types de réussites. Il y a la réussite institutionnelle, c'est celle qu'imagine et que désirent ses mentors. Par exemple, les présidents du comité de gouvernance, Laurence Tubiana ou Thierry Pech. Et pour eux, la réussite de cette assemblée, ça consisterait à ce qu'elle discute de manière assez sage, de manière assez contrôlée, d'une question technique, à savoir comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de CO2 en France d'au moins 40% en 2030 par rapport à 1990, c'est tout, fermez le banc. Ça, c'est la lettre de mission de Voilà. Donc là, on serait dans une forme de démocratie encadrée, de démocratie sous contrôle. Et à mon avis, ce serait un échec. Par contre, on pourrait imaginer une autre forme de réussite de cette Assemblée, une réussite imprévisible, démocratique, qui passerait par un débordement du cadre qu'on voudrait lui imposer. Et ce débordement, on peut imaginer plein de choses pour le faire advenir, et c'est peut-être l'occasion d'interpeller les futurs participants de cette Assemblée. Par exemple, cette Assemblée pourrait commencer par refuser le contrôle et la tutelle des experts et des sachants du comité de gouvernance qui veulent s'arroger le droit de déterminer les thèmes et la manière dont cette Assemblée va discuter de ces thèmes.
Donc elle pourrait commencer par refuser ça, elle pourrait aussi aller encore plus loin, soyons fous, et se déclarer assemblée souveraine, puisque après tout Macron convoque des sortes de mini-états généraux, ça nous rappelle de bons souvenirs, ça, il convoque des mini-états généraux pour légitimer son pouvoir. Eh bien, invitons les participants, les citoyens qui seront désignés pour participer à cette assemblée, à relire l'histoire des mois de mai et de juin 1789, lorsque les députés du tiers-État, le 17 juin, se déclarent Assemblée nationale souveraine et s'arrogent le droit de voter l'impôt, par exemple. Lorsqu'ils font le serment du jeu de paume, le serment de ne pas se quitter avant d'avoir donné une nouvelle constitution à la France, sans rien demander au roi. Eh bien, voilà, proposons-leur de faire le serment du Palais d'Iéna, par exemple, puisque je crois que ça va se passer au Palais d'Iéna, qui se déclare assemblée souveraine, démocratique, assemblée souveraine et démocratique du climat. Parce qu'il n'y a pas que les tirer au sort. Oui, mais voilà, ça commencerait comme ça, ça pourrait commencer comme ça. Un acte de désobéissance civile, une assemblée souveraine et démocratique du climat et de la justice sociale. Pourrait s'appeler comme ça, et de se saisir de tous les sujets qu'ils estiment nécessaires pour mener à bien cette mission. Ce serment de d'Iéna, ça pourrait être de ne pas se quitter, par exemple, avant d'avoir établi une fiscalité mettant fin aux scandaleuses inégalités qui, après tout, sont quand même la première source des désastres écologiques aujourd'hui. Donc, qu'ils proposent ou qu'ils proposent d'imposer le riz, qu'ils appellent à l'organisation d'autres assemblées populaires tirées au sort partout en France. On pourrait imaginer plein de choses. Et là, on pourrait entrer dans une dynamique réellement démocratique, intéressante, et à laquelle on serait, je pense, très nombreux à désirer s'associer. D'accord. Alors, bon, là, on a une perspective de débordement presque un peu insurrectionnel qui nous est tracée par Maxime Chaudin. Alors, sans vouloir du tout battre à froid ce lyrisme de mobilisation, c'est intéressant, je trouve, à ce stade de la discussion, de regarder effectivement les modalités d'organisation de cette convention, parce que effectivement, c'est le début de votre critique, c'est quand même la convention, les débats de la convention sont encadrés donc par tout un système. Il y a les garants dont vous faites partie, il y a le comité de gouvernance, il y a une sorte de conseil scientifique, en tout cas d'un ensemble de personnes qui pourraient être appelés un peu en appui d'experts pour former ces citoyennes et ces citoyens. Alors en regardant la constitution de cette commission de gouvernance, donc il y a un ensemble de personnalités assez diverses, mais c'est vrai que moi j'ai été frappée de voir que par exemple parmi les personnalités qualifiées du comité de gouvernance, il y a une personne qui travaille pour le groupe Eramet, une personne qui est conseillère du groupe Eramet, donc il y a un groupe minier et de métallurgie qui est spécialisé dans le nickel et le manganèse. Et donc, quand on sait que le secteur minier est un des grands secteurs d'émissions de gaz à effet de serre, que le secteur minier dans le monde est une cause de déforestation, de pollution, c'est vrai que typiquement, est-ce que c'est une bonne idée qu'une représentante du secteur minier figure dans ce comité de gouvernance ? Cyril Dion, comme vous êtes à côté de moi. Je ne sais pas si c'est une excellente idée. Ce qui est sûr, c'est que dans ce comité de pilotage, en fait, nous, on a essayé d'avoir 50% plus 1. C'est-à-dire de faire en sorte que ce comité de pilotage soit au moins à moitié des gens qui sont issus ou des gilets citoyens, ou des experts de la démocratie délibérative, ou des gens qui ont une vraie qualification sur la question climatique. Et puis sur une autre partie, il y a eu des compromis avec le gouvernement, qui lui, au départ, voulait mettre ses experts, ses trucs et ses machins. Donc oui, on est arrivé à un certain nombre de compromis, et il y a cette dame, effectivement. Après, c'est une vraie question, c'est-à-dire que la question qui se pose quand même aujourd'hui, c'est que là, on est en train de se parler entre des personnes qui sont à peu près toutes d'accord sur le fait qu'il y a une urgence climatique énorme, qui ont quand même une connaissance du sujet à la fois écologique, mais aussi démocratique, mais aussi une lecture qui peut être révolutionnaire, des rapports de force, du capitalisme, etc. C'est pas exactement représentatif de l'ensemble des conversations qui se passent en France ou dans le monde. Pas exactement. Rien n'est représentatif de toutes les conversations en même temps. Évidemment. Ce que je veux dire, c'est que le principe de l'exercice, c'est quand même aussi de faire en sorte que des gens qui viennent d'horizons extraordinairement différents, dont des gens qui sont aujourd'hui en plein dans le système capitaliste, des énergies fossiles, etc., ou à des endroits de responsabilité, ou même
simplement en devant vivre avec, c'est-à-dire en devant tous les jours faire le plein de leur voiture pour aller travailler et être en gros forcés d'émettre tous les jours, que toutes ces personnes-là puissent délibérer, qu'elles puissent parler ensemble, qu'il puisse y avoir une conversation qui se passe non seulement dans ces 150 citoyens, mais aussi globalement dans la société française. Parce que où est-ce qu'on a l'espace d'avoir ces conversations-là ? Alors, ces espaces ont été créés justement dans le mouvement des Gilets jaunes, dans Youth for Climate, dans des espaces militants. Ouais. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que ça puisse s'inscrire dans des dynamiques institutionnelles. Parce que je suis désolé, ce qui s'est passé par exemple avec Nuit debout sur la place de la République, c'était super, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Quand un mouvement comme ça émerge et qu'il y a effectivement de la démocratie qui se crée parce qu'on fait l'expérience de prise de décision collective, mais que ça n'aboutit à rien, et qu'il n'y a pas de victoire et qu'il n'y a pas d'horizon à ce mouvement-là, les mouvements s'épuisent. Là, l'objectif, c'est d'essayer de faire rentrer ça dans quelque chose d'institutionnel. On comprend très bien en essayant d'articuler le fait que, à mon avis, on a besoin d'agir sur la loi et qu'effectivement, on a besoin de faire émerger des solutions locales, des choses où des gens réinventent la société à leur échelle. Mais étant donné le peu de temps qu'on a, se dire qu'on n'agit pas du tout sur la loi, moi, me paraît complètement lunaire. Ok. Priscilla Ludowski. Oui, pour réagir à ce qui a été dit, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais réagir. Je dirais que pour ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron le 25 avril, il n'y a pas eu d'abandon des revendications des Gilets jaunes. Il n'y a tout simplement pas eu de réponse. C'est une chose. Pour moi, ce qu'il a annoncé par rapport à la création de la Convention citoyenne, c'est une réponse à la lettre ouverte. Ouais. Pour moi, c'est une réponse à ça, une réponse partielle. Mais c'est une réponse à ça. Et une réponse, effectivement, qui ne convient pas tout à fait à tout le monde, parce qu'effectivement, d'un côté comme de l'autre, on avait des lignes rouges, des fondamentaux qu'on avait avancés, et de l'autre, ils avaient aussi leur sujet à défendre. Ça a donné ce qui va exister et ce qui va émerger aujourd'hui. Mais pour moi, c'est en aucun cas une réponse. Pour moi, il n'y a pas de réponse aujourd'hui au mouvement des Gilets jaunes. Parce que notamment, juste pour aller dans votre sens, pardon, mais juste pour préciser pour les gens qui vont nous écouter, c'est que vous, dans votre demande, il y avait quand même le fait de parler certes de climat, mais de parler du RIC, donc du référendum d'initiative citoyenne, et de parler de justice fiscale. Oui, c'est pour ça que je dis que la réponse était partielle. Et ça, c'était une demande des Gilets citoyens en janvier. Et en tout cas, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, on a demandé la création d'une assemblée citoyenne, c'était une demande parmi plusieurs demandes. Il faut savoir qu'il y a 4 grandes familles de revendications dans les Gilets jaunes, et l'écologie est une des 4 familles, c'est pas la seule. Mais voilà, c'est un aspect, et pour moi, c'est une réponse partielle d'Emmanuel Macron qui, avant la lettre ouverte, avait déjà dit le RIC est antidémocratique. Donc on aurait demandé de toute manière qu'il soit, il aurait toujours dit non parce que ça ne l'arrange pas. Ce qu'il a commencé par dire lorsqu'il a annoncé les mesures du 25 avril, c'est le vote blanc, on n'en veut pas, sans justification. Donc tout ce qui était outil démocratique ou qui pouvait exprimer un avis de la population, il l'a rejeté en bloc dès le départ. Ça, c'était déjà au départ du mouvement. Pour moi, il n'y a pas eu de réponse pour moi, à ce qui se passe au niveau du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, pour ce qui concerne les créations d'assemblées citoyennes, on peut les appeler comme ça, en dehors de la Convention, je parle, mais dans le cadre du mouvement, pour ce qui est assemblées qui traitent de sujets ensemble, fiscalité, écologie et autres sujets, le fait que les citoyens se prennent en charge et fassent émerger des mesures, après effectivement on ne sait pas comment les porter autrement, mais effectivement dans le cadre du mouvement, il y a eu ce type d'assemblées-là, elles existent encore aujourd'hui. Le souci qu'on a, c'est qu'elles ne sont pas forcément médiatisées et qu'elles ne sont pas mises en lumière. Mais il y a des initiatives qui tendent vers l'utilisation d'outils démocratiques. Et il y a beaucoup, en ce moment, ce qui se fait, c'est qu'il y aura ça à l'échelle de la France, des assemblées constituantes qui vont se faire et qui, on espère, auront un grand écho. Mais ce sermon dont j'entends parler, c'est un sermon qu'on a fait dans la rue du Jeu de Paume à Versailles à un moment donné pour dire on ne lâchera pas l'affaire, grossièrement. Et on y est encore aujourd'hui, c'est juste que à côté de ça, il y a des choses qui se font. Il y a le mouvement pour le climat, il y a des grèves internationales, il y a la France est à la tête de l'accord pour le climat. Donc on est sur le devant de la scène pour des sujets qui concernent l'écologie et je pense que le mouvement a mis une lumière sur ça qu'il ne faut pas éteindre. Parce que la Convention, c'est un peu la continuité, c'est un outil proposé qui, certes, va vers les institutions, mais pour moi est complémentaire. Ça ne veut pas dire demain qu'il faut arrêter les actes de désobéissance civique, qu'il ne faut pas arrêter les assemblées, qu'il ne faut pas arrêter d'aller tenter de modifier la Constitution, parce qu'il y a des gens qui bossent dur là-dessus depuis octobre, et peut-être même depuis des années, mais en tout cas moi je les ai connus qu'à partir du début du mouvement, et du coup je pense que tout ça c'est complémentaire.
Et à minima, alors on n'a pas effectivement la certitude que ça donnera un référendum parce que Emmanuel Macron peut dire ce qu'il veut, il a dit beaucoup de choses, dont des conneries. Donc on peut effectivement ne pas être sûr de ce qui sera fait derrière, mais au moins ça permettra de continuer à mettre la lumière sur ce sujet-là et de mettre la France sur le devant de la scène parce qu'on est censé être à la tête sur le climat et on a normalement à réduire effectivement ces gaz à effet de serre par rapport à 90. Et pour ce qui est du cadre et de la question, justement, c'est une question d'ailleurs, le collectif a demandé plus, mais c'est ce qui a été obtenu. Ouais. Mais ça n'empêche pas les citoyens tirés au sort d'aller au-delà. Je veux dire, c'est même à cette occasion-là qu'il faudrait enfin, personnellement, si j'avais été à leur place, j'aurais fait en sorte de pousser même plus loin le truc. Après, est-ce qu'ils vont le faire? On ne sait pas. Les citoyens, là, vous parlez, les citoyens qui sont tirés au sort. Voilà. Mais pourquoi pas? Qui s'emparent du truc et disent, mais nous, on veut aussi parler du riz. Pourquoi pas? Parce que comme vous dites, c'est l'occasion. Pardon. Et comme il disait, c'est l'occasion d'aller plus loin. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui sera proposé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Cyril me dira, ce qui sera proposé par le comité d'organisation n'est pas imposé. Les personnes qui sont tirées au sort pourront revenir sur les questions qui seront proposées en disant non, les questions que vous nous proposez sont trop fermées, nous on veut travailler là-dessus et en plus on ne va pas s'arrêter à la question, on va aller plus loin. Ça, vous nous confirmez, Cyril, rapidement? Oui, parce que quand on dit on veut réduire d'au moins 40% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre, je suis désolé, c'est une question hyper ouverte. Et si la réponse est de dire ça veut dire qu'il faut remettre en question le modèle économique et ça veut dire qu'on ne peut pas continuer avec le capitalisme, etc., très bien. Et les experts ne vont pas avoir une tutelle, c'est-à-dire que ils vont leur donner des éléments techniques. En l'occurrence, moi, si j'étais dans leur situation, j'aimerais bien que des climatologues viennent me parler, j'aimerais bien que des économistes viennent me parler. Et puis après, comme dans un procès, on donne les tenants et les aboutissants et on en fait ce qu'on veut pour prendre notre décision. Maxime Chedin. Oui, non, je voulais réagir sur deux choses. La première, c'est que je pense qu'on ne peut pas postuler, comme le fait un peu Cyril Dion, que il n'y a pas de demande dans la société française pour ce type de réforme très profonde et pas de révolution, parce que finalement, le plus vaste mouvement social qu'on a connu depuis 50 ans, le mouvement des Gilets jaunes, il était porteur d'à peu près toutes les demandes que j'ai proposées de façon un peu imaginaire tout à l'heure. Donc, je pense que ce sur quoi il faut réfléchir dans cette convention citoyenne, c'est moi, en tout cas, j'identifie une brèche positive et deux points qui sont vraiment problématiques. La brèche positive, c'est l'esquisse de l'introduction d'une démocratie du tirage au sort. Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose de nouveau et on peut s'en saisir. On peut s'en saisir peut-être pour pousser les feux, pour alimenter cette dynamique et la pousser plus loin. Généraliser cette démocratie du tirage au sort à l'exigence d'un tirage au sort universel de tous les élus, par exemple. En tout cas, commencer à installer ces questions dans le débat public avec des mandats uniques, non renouvelables, des mandats impératifs. Et rappeler de ce point de vue-là, il faut absolument contredire l'idéologie dominante selon laquelle l'élection serait seule démocratique, alors que historiquement l'élection c'est une procédure aristocratique, c'est pas une procédure démocratique. La vraie procédure de la démocratie, ça a toujours été le tirage au sort, sauf depuis qu'on a inventé la démocratie représentative il y a 2 siècles. Donc ça c'est la brèche positive et ça va dans le sens de soutenir cette convention. Voilà, et juste pour cette brèche, on peut essayer nous, ce qui nous intéresserait, c'est comment est-ce qu'on peut élargir, agrandir cette brèche, puisqu'il y a une petite brèche. En revanche, il y a 2 problèmes qu'on a commencé à soulever et je pense qu'ils sont potentiellement graves. Le premier, c'est moi, ce que je considère quand même, mais j'entends ce que vient de dire Cyril Dion, le rétrécissement autoritaire du champ de délibération de l'Assemblée à la seule question des émissions de gaz à effet de serre, qui est une question purement technique. Ça, c'est la lettre de mission du Premier ministre qui dit à l'Assemblée, à la Convention citoyenne pour le climat, voilà de quoi il faut débattre. Qui a décidé que ce serait l'objet dont il faut délibérer? Qui l'a décidé? Parce que la démocratie délibérative, c'est pas simplement de délibérer d'une question qu'on reçoit d'en haut, c'est de décider des questions dont on veut délibérer, de décider des choses qui importent et qui n'importent pas, de poser nous-mêmes les problèmes. Or, là, on reçoit un problème tombé du ciel. Sans doute, il est important, mais pourquoi il n'est pas complètement tombé du ciel. Il vient de recommandations scientifiques qui disent que c'est une question de vie ou de mort de réduire nos émissions. Mais il y a plein de manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre
sans toucher à d'autres désastres écologiques qui sont tout aussi importants. Passer de la voiture à essence à la voiture électrique, ça réduirait les émissions de gaz à effet de serre en France. Pourtant, c'est pas du tout une solution écologique. Donc, pareil pour un certain nombre d'énergies renouvelables industrielles. Donc, le problème, à mon avis, c'est que il faut que les citoyens qui participent à cette convention et ceux qui veulent la soutenir refusent d'être traités comme des mineurs, comme des écoliers qu'on va former avec des experts prétendus neutres, parce qu'il n'y a pas de neutralité du savoir scientifique. C'est pas du tout la même chose d'aborder la question du climat et de la réduction des gaz à effet de serre avec un ingénieur physicien comme Jean-Marc Jancovici ou un historien de l'environnement comme Jean-Baptiste Fressoz. Ils vous diront pas du tout les mêmes choses, ils n'aboutiront pas du tout aux mêmes conclusions ni aux mêmes préconisations. Donc là, on a déjà un problème fort qui est, on peut pas considérer que l'Assemblée est constituée de citoyens vierges de toute conviction qui doivent être formés par des experts extérieurs. Et juste deuxième problème, je termine là-dessus, c'est la c'est la mise sous tutelle. Moi, ce que je considérais comme une mise sous tutelle de cette convention citoyenne par le comité de gouvernance, qui est composé de 15 personnes, qui en gros sont 15 experts de la démocratie, du changement climatique, etc. Et dans la lettre de mission, je lis, le comité de gouvernance doit assurer le pilotage de la convention, superviser la mise en œuvre de son programme de travail, définir son règlement intérieur et ses méthodes de travail. Donc c'est quand même lourd. Ça veut dire qu'on a un comité qui, lui, n'est pas du tout tiré au sort, qui est constitué d'experts qui sont en général plutôt proches du pouvoir, ou alors des universitaires, des savants, qui sont là pour piloter, pour superviser et pour définir les méthodes de travail de l'Assemblée. Où est la démocratie ? La démocratie délibérative, encore une fois, c'est la liberté de déterminer par soi-même, de façon autonome, ce dont on veut parler et ce qui importe. Alors, il y a, en plus des problèmes que vous avez identifiés, Maxime Chédin, il y a finalement un autre problème qui s'ajoute en même temps qui les recoupe en partie, qui est celui de la question du consensus. Parce que c'est vrai que ce dispositif d'assemblée tirée au sort, en tout cas le discours porté publiquement par les responsables, coordinateurs, si on peut dire, de sa gouvernance, qui sont Laurence Subiana, donc qui est cette femme qui a été vraiment une des architectes de l'accord de Paris sur le climat, et à côté d'elle Thierry Pêche, qui lui est un intellectuel moins directement relié aux questions écologiques, mais avec la fondation Terra Nova, qui depuis des années publie sur les questions de démocratie. Notamment un rapport sur le RIC délibératif qui étudiait les expériences de tirage au sort un peu partout. Très bien. Merci Cyril Dion de cette précision. Et quand on les écoute tous les deux sur définir un peu, expliquer sur le site de la Convention, finalement, à quoi peut tendre cette Convention, ils ont un discours sur le fait qu'il y a un consensus du diagnostic des problèmes. Il faut agir très vite pour le climat. Il ne reste plus à trouver quelque part qu'un accord, un consensus sur les solutions. Mais finalement, on peut s'interroger aussi sur est-ce que la question climatique, la question de l'action pour le climat peut faire l'objet d'un consensus. Et j'ai envie de poser la question à Léna Lazare pour commencer. Je la ferai circuler après entre vous parce que finalement, est-ce qu'il y a un consensus à trouver avec le groupe Total ou avec l'agrobusiness ou avec les industries minières? Est-ce que le consensus, pour vous, en tant que militante, notamment sur le climat, c'est un objectif légitime et désirable pour faire avancer l'action pour le climat? Non, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir de consensus. Dans tous les cas, il y aura des perdants lorsqu'on passera à une véritable société écologique. Mais contrairement à ce que disait Cyril tout à l'heure, je pense que les vraies solutions, c'est pas de l'écologie punitive. On nous fait croire que c'est de l'écologie punitive, mais je pense qu'une réelle société écologique et sobre, sortie du capitalisme, serait meilleure pour la majorité de la population. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense qu'en ayant un discours là-dessus, en effet, on pourrait rassembler la majorité de la population sur ces questions-là. Après, non, en effet, l'écologie consensuelle qui pourrait être de droite comme de gauche, je pense que ça n'existe pas. Il faut choisir quel type d'écologie on veut défendre. J'aurais préféré que les citoyens tirés au sort, ou même une échelle plus large, ça aurait été encore mieux, puissent décider également ensemble qui intervient, comment est-ce qu'ils vont se former à ces questions, pour éviter un biais trop important. Parce que si c'est pour avoir un consensus du type comme celui du GIEC par exemple, qui, en effet, il y a un consensus sur tout ce qui est sciences dures. Mais on oublie que, je pense que pour réellement comprendre la crise écologique, il faut plutôt regarder du côté des sciences sociales. Donc, est-ce que tout ça va être pris en compte ? Ça, c'est une question très importante, quoi.
Et par exemple, du côté de votre collectif, Youth for Climate Paris, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des revendications ou des propositions plus importantes que les autres que vous portez et qui vous paraîtraient peut-être plus, j'en sais rien, percutantes et urgentes à mettre en place pour qu'on situe un petit peu plus précisément ce qu'on pourrait imaginer si jamais de cette assemblée, de cette convention citoyenne, imaginons, hypothèse, sort la proposition de sortir d'ici 5 ans des énergies fossiles, arrêter tout de suite toutes les subventions aux énergies fossiles, qui sont des revendications portées par une partie des mouvements climat. Est-ce que finalement, quelque part, ce serait à l'inverse, enfin, pour la discussion, ce serait pas une avancée si c'était proposé à référendum, que ça soit voté, voilà, est-ce que ça pourrait pas acter un marqueur souhaitable d'évolution des politiques sur les questions climatiques? S'il y avait des choses comme ça, ce seraient des petites avancées. Mais malheureusement, je pense qu'on est une majorité à plus du tout avoir confiance en l'État et à penser qu'il nous faut un tout autre système politique, notamment en revenant à l'échelle locale. Je pense qu'on ne peut plus rester dans les cadres fixés par le gouvernement parce que... Vous n'y croyez pas, en fait, c'est ça? Non, mais... Vous ne croyez pas qu'un pouvoir exécutif mettrait en place ce type de réforme? C'est que, on le dit souvent, on ne peut pas confier aux pyromanes d'arrêter le feu. Ils sont à l'origine de la catastrophe et ils ont des privilèges dans le système actuel. Donc, Emmanuel Macron a été élu par les plus riches, une société réellement écologique et sobre. Ça va totalement à l'encontre de toute sa politique. Donc, non, je pense que c'est pas possible. Et si on veut réellement donner du pouvoir aux citoyens, il faut quand même aller beaucoup plus loin qu'en proposant quelques réformes. On peut continuer à faire des petits pas, mais ça fait des dizaines d'années qu'on le fait. Et malheureusement, j'aimerais vraiment croire qu'on peut convaincre des gens et qu'on peut résoudre tous les problèmes qu'on a aussi facilement. Mais là, à part le fait de dire on veut plus de tout ça et nous, ce système, en fait, on va l'empêcher de fonctionner, donc de manière assez radicale, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Et du coup, est-ce que encourager ce type d'initiatives qui sont plutôt réformistes, est-ce que du coup, ça ne nous laisse pas encore dans cette idée que tout va bien aller, on va finir par trouver des accords, etc. Mais après, en même temps, comme tu le disais, Cyril, si jamais ça n'atteint pas quelque chose de vraiment ambitieux, et donc je pense que ça irait plus dans la direction qu'a donné Maxime, est-ce que justement il ne faut pas se préparer à... Est-ce que ça ne peut pas être le réel but, à dire on ne peut rien attendre de l'État tel qu'il est construit? Et là, il va vraiment falloir que nos modes d'action principaux, ce soit la désobéissance civile, faire tomber le capitalisme et à côté construire une société sobre et donc qui soit écologique dans le sens où on supprime aussi toute forme de domination et soit vraiment sociale et une démocratie directe et locale. Oui, Priscilla Ludowski. Oui, je veux bien revenir sur ce qui a été dit. Alors, pour ce qui est effectivement des points positif, en tout cas de ce qu'on peut ressortir actuellement de la Convention, enfin elle n'est pas encore mise en place, mais pour moi ce que je vois d'immédiatement positif, c'est le fait que ça sensibilise des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être sensibilisées au sujet de l'écologie, parce que préoccupées par des problèmes différents liés à leur portefeuille. Voilà, enfin, qui sont liés, mais qu'eux ne voient pas forcément le lien immédiatement, puisque plus préoccupés par leur premier besoin qui est justement de faire des économies au quotidien. Je pense que ça permettrait aussi d'ouvrir le débat sur d'autres sujets liés à l'écologie et à la justice fiscale et sociale, parce que même si Emmanuel Macron a rejeté le côté démocratique, les sujets de démocratie, les sujets liés à la fiscalité, de fait, ils pourront être inclus dans l'écologie, puisque le mouvement en tout cas des Gilets jaunes a démarré avec la taxe carbone, donc on est sur les sujets de la fiscalité, et on le traite avec un outil démocratique. Alors oui, effectivement, il y a des experts qui sont là, qui font partie du comité d'organisation, mais je pense qu'en tant que personne, on a quand même un minimum de discernement et on est suffisamment éduqué pour aller chercher les informations autrement, comme on dirait qu'on ne regarde pas uniquement une chaîne mainstream et qu'on est capable d'aller chercher l'information ailleurs. Donc j'ose espérer que les personnes qui seront tirées au sort se diront « Ok, moi j'y connais rien, il y a des personnes qu'on m'a mis en face, ok, elles n'ont pas été tirées au sort, elles ont été choisies, je peux raisonnablement mettre en doute ce qu'ils me disent, mais je peux aussi aller chercher les informations ailleurs. Donc moi j'espère que les personnes tirées au sort auront au moins cette pensée-là. Et justement par rapport aux débouchés, je pense que, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on soit sur le devant de la scène sur le sujet du climat et le fait qu'Emmanuel Macron est pour moi attendu au tournant, parce qu'il s'est quand même engagé, comme dit Cyril, que ce soit la voie réglementaire, parlementaire ou référendaire, il s'est quand même engagé à ce qu'il y ait ces issues-là. Et si jamais ça échoue et qu'il envoie balader tout le monde, ce sera d'autant plus
Enfin, ça mettra de l'eau à notre moulin encore plus pour dire ça fait des mois qu'on est dehors, qu'on demande à sortir, on remet en cause du système de représentativité, on met sur la table beaucoup de sujets, qu'on se fait envoyer balader, qu'on est moqué, qu'on est méprisé. On a proposé quelque chose. Alors, dans la mesure où on l'a proposé au gouvernement, forcément que s'ils le mettent en place, ils vont le mettre en place en essayant de placer un petit peu leur bille, forcément. Faut savoir aussi que dans le cadre des Gilets citoyens, c'était pas fermé, c'était ouvert. Donc vous auriez certainement été bienvenus pour justement parler du tirage au sort des experts, parce que moi-même, j'y ai pas pensé. Je sais pas si on l'avait évoqué. Mais en tous les cas, beaucoup de choses auraient pu être faites différemment et proposées par les Gilets citoyens différemment. Je pense pas que ce soit on avait la meilleure solution qui avait été proposée, mais on peut toujours tout améliorer. Et deuxième chose, le fait que justement... je pense que pour moi, il est attendu au tournant, le président, à ce niveau-là. Et ce sera d'autant plus fort derrière s'il n'y a rien qui se fait. Et ça permettrait au moins de se dire, voilà, ils ont travaillé ces mesures-là et voilà ce qu'on attend. Parce que lorsque le mouvement a commencé au niveau des Gilets jaunes, c'était surtout punitif, comme tu dis. Et c'est précisément pour ça. C'est parce que, OK, il y a beaucoup de personnes qui ont conscience qu'il y a une urgence climatique, mais qui ne voudraient pas, justement, avoir à passer à des mesures radicales sans être préparés et accompagnés. Et c'est ça que le gouvernement ne fait pas aujourd'hui. Alors, si des personnes concernées par ces difficultés quotidiennes travaillent à des mesures, on pourra au moins récupérer, entre guillemets, ce travail et se dire, voilà, des idées de ce qui pourrait être mis en place pour améliorer les choses et prendre des mesures socialement plus justes. Cyril Dion, vous êtes tracé des lignes rouges, quoi. Il faudrait qu'il y ait au moins ça pour que ça ait servi à quelque chose, cette convention ? Mais pour moi, il faut au moins qu'il y ait un référendum, de toute façon. Au moins qu'au moins une proposition aille à référendum. C'est-à-dire il faut qu'il y ait du référendum à la fin, quoi. Oui. Ouais. Enfin, c'est le but. Enfin, le but, c'était de faire une espèce de RIC délibératif. Et puis, c'est de mettre un coin, c'est un peu ce que disait Maxime tout à l'heure, mais c'est de mettre un coin dans la démocratie. Enfin, je veux dire, on le disait déjà, nous, dans Demain, on le disait, moi, je le disais déjà quand on avait fait le plan des colibris en 2012. Ouais. C'est quand même notre système est oligarchique, on le sait. On citait dans Demain cette fameuse étude de Princeton qui a étudié les décisions publiques aux États-Unis et qui montrait que 80% en gros des décisions étaient orientées par l'élite économique. On le sait, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'avoir plein d'idées de il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça. Moi, ça fait 15 ans que je circule un peu dans ce secteur-là. Donc entre on se met dans notre coin et puis on fait de l'autonomie et on vit dans des yourtes, entre on va faire la révolution et on va saboter le système capitaliste pour le faire tomber, ce qui est quand même déjà pas une mince affaire. Hein. C'est-à-dire que moi j'entends, je dis, mais j'ai envie de dire montrez-moi les gars, c'est-à-dire que montrez-moi comment on fait pour faire tomber le système capitaliste, parce que je pense que ça sera pas facile. Et d'autres solutions qui sont de l'ordre de mobiliser les gens. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'on crée une conversation globalement dans la société. Okay. Plus cette convention sera médiatisée, plus, comme tu le disais tout à l'heure, les gens se saisiront de ce truc-là en se disant « Mais ouais, c'est vrai, on a notre mot à dire. » Parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que la convention peut recevoir des contributions de tout le monde. C'est tout un chacun peut écrire, envoyer des emails, peut-être venir assister en public, ça n'a pas encore été défini, mais on verra. En tout cas, ça sera en ligne sur Internet, participer par les réseaux sociaux, organiser ses propres conversations, chez soi, au bureau, en famille, etc. Parce que, fondamentalement, le problème, il est là. C'est-à-dire que où on essaye ensemble d'imaginer des solutions, quelles qu'elles soient, même si elles sont très radicales, ou alors les événements vont s'imposer à nous, et en règle générale, quand on attend ce genre d'extrémité-là, les gens paniquent. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est plutôt des leaders autoritaires qui émergent en disant « je suis le sauveur, regardez par ici », et on est dans des situations qui sont la double peine, c'est-à-dire qu'on a la catastrophe écologique plus la catastrophe démocratique par-dessus. Okay. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut faire un premier pas là-dessus. Oui, c'est pas parfait, c'est pas parfait. C'est pas, ça, je crois que ça aurait été assez clair. Ça n'existe pas. Ouais, mais c'est un pari, quoi. Voilà, c'est un pari politique. Sauf que moi je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de mobiliser les gens autour d'un truc qui peut donner un référendum à la fin, plutôt que de simplement les mobiliser sur la place de la République ou dans leur coin, entre militants qui se font leurs propres assemblées citoyennes. Parce que ça fait des années qu'on le fait. Okay. Et moi, je pense qu'on peut peut-être passer à la vitesse supérieure.
Écoutez, on arrive à la fin de cette émission, donc on va devoir s'arrêter. Mais je vous remercie beaucoup parce que vous avez chacun, je pense, bien décrit vos positions, vos points de vue, vos attentes vis-à-vis de cette Convention citoyenne pour le climat. Donc, on rappelle très rapidement les dates. Elle délibère à partir du week-end du 4-5 octobre. Les discussions durent jusqu'à la fin du mois de janvier, jusqu'au 25-26 janvier. On va en reparler, je pense, fréquemment sur Mediapart et bien sûr ailleurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu de cette discussion et je vous dis à bientôt sur Mediapart.